Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir. Alors vous êtes géologue. Tout au long de la semaine, on va évoquer avec vous l'histoire de l'eau de la région ajaxienne et même peut-être de Corse entière. On va en tout cas explorer cette question en votre compagnie, n'est-ce pas Philippe? Oui, avec plaisir, puisque l'histoire de l'eau, c'est tout un poème en Corse. C'est un poème, et en particulier à Ajaccio, c'est une histoire d'empereur, si je puis dire. On va justement remonter à l'Antiquité et à ces premières traces justement de sources dans la région ajaxienne. Parce qu'on le sait, c'est une région qui a connu beaucoup de difficultés, en tout cas en matière d'alimentation en eau. Exact. Ce qu'on peut dire, c'est que jusque vers le troisième quart du 19e siècle, Ajaccio a manqué d'eau. A manqué d'eau de manière plus ou moins importante, au point d'ailleurs qu'on allait en chercher à l'embouchure par exemple de la Gravonne, en bateau l'été. Il y avait quelques sources, il y a même une rue d'Ajaccio qui s'appelle rue de la Fontaine d'Aoste, ça doit bien vouloir indiquer qu'il devait y avoir une fontaine qui coulait encore au mois d'août. Il y avait des citernes surtout, et au moment de la conquête de la Corse par les Français, tous les médecins, par exemple militaires, qui parlent d'Ajaccio, parlent du déficit chronique en eau, de la mauvaise qualité de l'eau, et évidemment avec tout ce que cela peut entraîner, des épidémies, etc. Donc, Ajaccio, en particulier l'Ajaccio que l'on connaît, c'est-à-dire l'Ajaccio de la citadelle, l'Ajaccio de la vieille ville, etc., n'a pas été mis là à cause d'abondantes richesses en eau. Très probablement, le début d'Ajaccio, c'est plutôt le côté de la cathédrale, l'ancienne cathédrale, celle qui a été fouillée récemment, avec le ruisseau de l'Albitronne, la zone des Salines, etc. C'est par là qu'il y avait de l'eau. Et donc c'est par là que probablement les premiers habitants se sont installés. Et pourquoi du coup, en dépit finalement du bon sens, fondé Ajaccio en 1492 je pense que d'abord c'est un port magnifique. Il y a le côté port et puis il y a le côté aussi militaire. On place la citadelle au bout de cette presqu'île avec un port à deux pas. Et puis à ce moment-là, il y a peu d'habitants. Donc finalement, les citernes doivent suffire au moins une bonne partie du temps. Comment ça se développe, le réseau des ruisseaux au niveau de la vallée de Saint-Jean et au niveau de Saint-Antoine? Alors, on a l'impression d'abord que ces ruisseaux coulaient de manière plus permanente, d'après ce qu'on peut croire. Alors, on a des études qui ont été faites récemment, d'ailleurs, qui ont pris en compte l'évolution du niveau de la mer, puisque vous savez que le niveau de la mer n'est pas constant, qu'il a varié. Et en particulier, lorsque Istria et son équipe ont fouillé au niveau de la cathédrale, ils se sont aperçus qu'il y avait un petit ruisseau qui emprunte la rue, là, qui est le long du nouveau bâtiment où se trouve la Capa d'ailleurs, et que là, il y a très probablement un ruisseau dessous. Donc il y a peut-être une source du côté de Saint-Jean, tout ça évidemment étant maintenant recouvert par la ville. Et on peut imaginer que là, au pied de la Lise, au pied de la Punta Pozzo di Borg, vous aviez un certain nombre de sources. D'ailleurs, il n'y a que de voir en ce moment, puisque nous sommes début février, où il a plu quand même un tout petit peu, de voir à plusieurs endroits de la ville des sources réapparaître. Il y en a dans le secteur du lycée Laetitia, il y en a un peu partout. Alors, il suffit d'imaginer qu'elles étaient peut-être légèrement plus abondantes, et puis surtout qu'on avait des besoins, on n'avait pas de machine à laver, on n'avait pas des besoins très importants pour imaginer que la ville s'est installée, mais plutôt, je dirais, pour ce qui concerne l'eau, plutôt à l'est, au nord-est de la ville actuelle. Quelles sont les premières traces, finalement, que l'on retrouve, les premières sources qui évoquent ce problème de l'eau à Ajaccio? Alors, les premières sources archéologiques, c'est ce qu'on vient de dire. Les sources écrites, il faut attendre l'époque génoise. Et surtout, alors... moi, je ne suis pas historien, donc je ne suis pas allé à la recherche de toutes les sources, mais on a abondance de sources à partir de la fin de l'époque génoise et du début de l'époque française, où là, on s'aperçoit bien que l'eau, c'est quelques citernes, et y compris d'ailleurs au moment où ils construisent la citadelle, ils détruisent un puits qui doit se trouver à peu près au niveau du fossé actuel qui avait la citadelle. Ça entraîne beaucoup d'échanges de courriers entre
le lieutenant génois, etc. Et puis après, eh bien, alors c'est marrant parce que là on a le texte, on sait exactement ce qui se passe. Lorsque Bonaparte revient d'Égypte et s'arrête quelques jours en Corse et va au Mylène, là on a un texte qui m'a été montré, hein, où il regarde derrière lui, il regarde la montagne Pozzo di Punta, hein, et il dit aux gens qui sont autour, il faut capter la source là, et comme c'est quelqu'un qui aime que les choses ne traînent pas, il dit je vous donne 1 an pour amener l'eau à Ajaccio. Il sera déjà en exil à Sainte-Hélène lorsque l'eau arrivera enfin à Ajaccio. On en parlera justement demain, Alain Gauthier. À demain. Au revoir. Demain. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia nos salles. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir Lisa. Alors vous êtes géologue et on évoque avec vous depuis le début de la semaine cette question de l'eau à Ajaccio, n'est-ce pas Philippe? Oui, mais avant toute chose, une source, comment est-ce que ça naît de manière générale? Alors, il faut qu'il pleuve. Il faut de l'eau pour qu'elle sorte. Il faut qu'il pleuve. Et alors là, je voudrais faire une toute petite aparté parce qu'il y a quelque chose d'amusant qui m'a posé de gros problèmes lorsque j'étais jeune prof en Corse et que je me promenais en montagne. Ça ne concerne pas la région ajaccienne, mais ça concerne la Corse en général et en particulier les lacs de montagne. Ces lacs, ou ces sources de haute montagne, elles coulent en plein été alors qu'il ne pleut pas et qu'on est très haut. Et donc, pendant longtemps, on m'a raconté une histoire, j'ai mis longtemps à comprendre les raisons pour lesquelles on invoquait cela. L'idée que l'eau qui sort des sources en Corse vient des Alpes. C'est une idée dont vous avez peut-être entendu parler. Et plusieurs fois, les bergers avec qui je discutais pour connaître le nom des pièces d'eau, etc., me disaient « Oui, mais ça vient des Alpes. Et d'ailleurs, Alain, c'est facile, hein, il ne pleut pas. Et regardez, le lac, il y a toujours de l'eau, il y a toujours un petit ruisseau qui sort. » En réalité, les bergers là, utilisent quelque chose que j'ai peut-être enseigné d'ailleurs, qui est le principe des vases communicants. Pour que de l'eau sorte d'un lac, il faut qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre ailleurs. Et pour que l'eau sorte d'un lac qui est très haut, il faut qu'elle s'infiltre encore plus haut. Et comme plus haut, c'est de l'autre côté de la mer, eh bien, ça vient des Alpes. Donc cette espèce d'idée d'un siphon gigantesque qui existerait entre les Alpes et la Corse, eh bien, c'est une idée ancrée. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, je l'entends. Bien entendu, il n'en est rien. Et la meilleure preuve, et là je reviens à la question de Philippe, c'est de regarder la composition chimique de l'eau des sources, en particulier quand on regarde la composition chimique de l'eau de Zille ou de l'eau de Saint-Georges, en particulier l'eau de Saint-Georges qui est tout près de nous, bien on retrouve une composition chimique qui montre bien que c'est pas de l'eau qui vient des Alpes, car elle aurait à ce moment-là une composition chimique très différente. C'est une eau très peu minéralisée, qui est en réalité de l'eau qui s'est évaporée au-dessus de la mer Méditerranée, qui a été transportée par les dépressions, qui est tombée sur la Corse, qui s'est infiltrée lentement dans le sous-sol, qui a comme ça dissout un certain nombre de substances qu'on retrouvera dans l'eau, et puis qu'à l'occasion d'une rupture de pente, d'une zone plus imperméable, d'une cassure du sol, va sortir en un lieu privilégié qu'on va appeler une source. Question aussi, on dit souvent que la Corse est riche en eau. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est une île très arrosée. Alors, c'est une île très arrosée, mal arrosée et au mauvais endroit. Je m'explique. C'est une île très arrosée, ça, il n'y a pas de doute. Je crois qu'on a fait des calculs. Par exemple, pour Ajaccio, il pleut plus à Ajaccio qu'à Paris. En quantité, en totalité, si on totalise les précipitations sur une année. Mais il pleut mal, puisque finalement, on a besoin, nous, beaucoup d'eau en été, puisque c'est la période où il fait chaud, et il ne pleut pas en été. Il pleut en ce moment, c'est-à-dire normalement, en régime méditerranéen, il pleut d'octobre à début janvier, et puis il pleut un peu aussi au printemps. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que les nappes, les terrains, l'eau s'infiltre, s'imbibe et va former des nappes aquifères, ce que les géologues appellent des nappes aquifères, qui vont libérer l'eau ensuite en été. Et je dis il pleut pas au bon endroit, puisqu'il pleut évidemment sur le relief, et que nous sommes au bord de mer. Oui, mais ça implique le problème du captage des eaux. Oui.
Alors, souvent d'ailleurs, dans l'intérieur, les villages se sont situés à côté de ruisseaux, à côté de torrents, à côté de sources. Hein. Il y a quelques villages qu'on pourrait citer qui sont à côté de sources importantes. C'est un peu différent pour les villes, puisque les villes, elles ont eu... D'abord, elles étaient toutes petites. Ajaccio, c'était pas beaucoup d'habitants hein, au XVIIIe siècle. Et puis, lorsqu'elles se sont agrandies, il a fallu capter de l'eau au loin. On en parlera sans doute. Hein, c'est l'histoire du canal de la Gravonne, c'est l'histoire du barrage sur le Brunel, etc. Donc voilà, hein, souvent, un des facteurs qui prédomine l'installation du village, c'est bien entendu l'ensoleillement, la disposition par rapport au soleil, mais c'est aussi la présence à proximité d'eau. Et pour une civilisation qui avait besoin de faire tourner des moulins, etc., pour écraser le blé, pour faire de la farine de blé ou de châtaigne, il fallait des petits ruisseaux pour installer les moulins. Alain Gauthier, merci. On se retrouve demain en votre compagnie. Merci Philippe, à demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir Lisa. Vous êtes géologue, vous êtes en notre compagnie depuis le début de la semaine. On a parlé un petit peu d'eau en général. On va revenir sur Ajaccio. Qui va faire évoluer la situation à Ajaccio? On a évoqué Napoléon. Hein, oui, les deux empereurs. Napoléon Ier d'abord, qui capte les eaux qui sont situées à l'est de la Punta Pozzo di Borgo, juste à l'emplacement, on peut dire en gros, à l'emplacement du château actuellement. Hein. Là, il y a toute une série de sources qui sont à côté d'ailleurs d'une chapelle, d'où le nom de sources de l'Annunziata, hein, qui sont données à ces eaux-là, pour les distinguer des sources de la Lise, qui sont sur le côté ouest de la Punta Pozzo di Borgo, et qui vont être captées par Napoléon III. Donc ces eaux descendent. C'est d'ailleurs très joli à voir, et touristiquement, je regrette toujours que la commune n'ait pas davantage mis l'accent sur cette découverte-là. Donc descendent le long du chemin des eaux, passent au-dessus des Milelles, traverse donc là c'est une canalisation en poterie, d'ailleurs il y a des endroits où on la voit encore, hein. Donc capte toute une série de sources là, à ce niveau-là, en récupère quelques-unes en descendant, et amener l'eau jusqu'à ce qui va être inauguré à un moment donné, mais on est là après Napoléon Ier en grande pompe, au niveau de la fontaine aujourd'hui des Lions et du premier consul. Hein. Mais il y avait probablement des systèmes de stockage. Alors, cette eau, donc, il n'y en a pas beaucoup, en particulier l'été, puisque, compte tenu des débits, là, il y a des mesures de débit très précises. Tout ça est conservé aux archives, donc on peut faire les mesures. À un moment donné, on est en 1820, il y a 4 litres d'eau par jour et par habitant pour Ajaccio. C'est-à-dire qu'ils sont restreints finalement, ils ont le droit de prendre plus. Moi, est-ce que c'est quelque chose d'établi? Alors, très honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que ça barde sur le trajet, parce qu'évidemment, on va traverser toute une série de propriétés privées où les gens ont été habitués à utiliser des eaux, donc ils sont évidemment expropriés. Ils ne vont pas se laisser faire facilement, au point que, je le disais, Napoléon a donné très peu de temps pour capter les eaux, et en réalité, les eaux de l'Annunziata, du Canet, on dit souvent du Canet, hein, ces eaux-là vont arriver à Ajaccio au moment où Napoléon partira à Sainte-Hélène, en gros. Pour revenir à Napoléon, le pauvre, lorsqu'il était jeune, et puis lorsqu'il revient en 99, il y a une source au Millet, oui, qui avait été mise au jour par les jésuites, me semble-t-il. Alors oui, et alors d'ailleurs au passage, la canalisation, la fameuse canalisation qui va faire descendre donc de la Punta Pozzo di Borgo, elle passe très près de la fontaine dont vous parlez, qui existe toujours, hein. Mais Napoléon avait demandé à ce qu'un branchement soit fait depuis la canalisation qui descendait vers la ville pour les Millet, hein, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Voilà, mais tout à fait, il y avait une source dans alors, très probablement, ça nous fait dire aussi que, vous voyez, les sources du Salario, la fontaine des Salarios, etc., tout ça, c'était des eaux qui étaient utilisées à l'époque. Hein. Aujourd'hui, elles partent dans la nature, elles ne sont plus captées, mais on devait faire feu de tout bois, si je puis dire. Hein. Voilà. Finalement, quel héritage alors du premier empereur à la ville? Alors, le premier empereur, eh bien, il emmène la première eau à Ajaccio, et puis il avait même pensé à dévier la Gravonne.
Il avait même proposé un premier canal de la Gravonne, beaucoup moins long que le canal actuel, puisque la ville n'avait pas encore grimpé sur la colline. Donc on prenait l'eau beaucoup plus bas dans la vallée de la Gravonne et on devait l'amener. Les événements historiques ont fait que le canal est tombé à l'eau, si je puis dire. Et l'histoire de l'alimentation en eau potable d'Ajaccio, ça part du retour d'Égypte. Oui. Mais est-ce que c'est lui qui a pensé, qui a vu l'eau dans la montagne Pozzo-di-Borgo, ou est-ce que c'était peut-être les savants qui l'accompagnaient? Écoutez, ça on ne sait pas, mais en tout cas, il y a un texte, de tête, je ne peux plus vous citer, mais je l'ai vu, ce texte-là, dans lequel on dit que c'est au Milel qu'il a vu derrière lui, évidemment, on voit d'ailleurs, c'est vrai que quand on regarde la montagne Pozzo-di-Borgo, on voit 2 ou 3 vallons, là, hein, dont un d'ailleurs dans lequel il y a une source avec un nom remarquable, Tombabab, qui va être capté d'ailleurs lorsque on descendra la canalisation. Je ne sais pas, on peut imaginer que les savants ont dû lui dire que c'était faisable, etc. Mais n'empêche que c'est la volonté politique de Bonaparte, parce qu'à l'époque c'est Bonaparte, qui va amener la première eau canalisée à Ajaccio. Merci beaucoup Alain Gauthier, on se retrouve demain en votre compagnie. Merci beaucoup Philippe. À demain. Et puis évidemment, merci, je rappelle que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.corsica. À demain, au revoir. Demain c'est jeudi. Bonsoir, et comme nous l'annonçait Philippe Perfettine hier, nous sommes effectivement bien jeudi aujourd'hui. Bonsoir Lisa. Et bonsoir Alain. Bonsoir tous les deux. Donc vous êtes notre invité depuis le début de la semaine, vous êtes géologue, on évoque cette question de l'eau d'Ajaccio, Philippe. Oui, et pour revenir à mon obsession napoléonienne, oui. Pozzo-di-Borgo, si je ne m'abuse, ça veut dire le puits du bourg. Oui, peut-être, oui. Je vous fais confiance. Oui, mais ça n'a aucun lien de cause à effet. Ça, je ne sais pas. Là, honnêtement, je ne fais pas de lien, d'autant que l'histoire, y compris du captage des sources, cette fois de la Lise, c'est-à-dire versant est de la pointe Pozzo-di-Borgo, c'est antérieur non pas au nom de la famille, mais c'est antérieur à l'histoire du château. Hein. Donc Napoléon III, lui, il va avoir 2 actions très importantes pour Ajaccio. Il va, dans un premier temps, capter les eaux de la Lise, une dizaine de sources qu'on peut toujours voir. D'ailleurs, le service randonnée de l'ex-département vient d'aménager un sentier de promenade où on découvre les 10 sources, dont certaines débitent toujours, hein, dont certaines d'ailleurs alimentent le berger qui est dessous, et le fameux petit barrage. Hein. Et puis il va évidemment faire ce qui va laisser son empreinte dans le paysage ajaccien, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider de capter la Gravonne, de dévier la Gravonne par le fameux canal de la Gravonne, 18 km de long, X ouvrages d'art, ce qui est remarquable, plus d'1 million de francs or de l'époque. Et là aussi, le canal sera terminé lorsque Napoléon sera déjà en exil. Décidément, ils n'ont pas de chance avec l'eau, les empereurs corses. Pour revenir à Napoléon Ier, est-ce que justement ces actions en faveur de l'eau ont pu permettre un développement d'Ajaccio? Ou est-ce que finalement c'est plutôt sous l'impulsion de Napoléon III que la ville a pu commencer à se développer? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, donc je ne peux pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque de Napoléon Ier, les Ajacciens avaient peu d'eau. Même s'ils ont commencé, la population a commencé à augmenter, et qu'il a fallu attendre la double alimentation, hein, les eaux. Alors c'est amusant parce que il y avait finalement une double alimentation à Ajaccio. Les eaux du canal La Gravonne étaient considérées comme non potables, donc étaient distribuées de façon non potable dans des bornes spéciales, et les eaux de la Lise, puisqu'à l'époque on les appelait la Lise, c'était l'ensemble, hein, c'était les eaux de Napoléon Ier et les eaux de Napoléon III, étaient elles considérées comme potables. Mais à ce moment-là, il y a une certaine quantité d'eau. Mais quand même, une quantité d'eau insuffisante, puisqu'en 1960, lorsqu'on va fabriquer le barrage du Brunel, hein, le barrage de Tôle, on dira à ce moment-là, puisque c'est ce barrage-là qui va alimenter en eau Ajaccio, hein, on va dire à ce moment-là, enfin, Ajaccio a de l'eau.
D'accord. Et comment, au 19e siècle, on définit la qualité de l'eau potable, non potable? Ah ben, on est capable de faire des analyses. Le 19e siècle, c'est aussi le milieu du 19e siècle, c'est aussi le moment où Pasteur démontre que la génération spontanée, ça n'existe pas. Oui, c'est un point très très important parce que tant qu'on croit que les microbes naissent comme ça, pourquoi on prendrait des précautions pour assainir l'eau, hein, mais à partir du moment où on sait que s'il y a des microbes, ils ne sont pas apparus par l'opération du Saint-Esprit, mais ils sont apparus parce qu'on les a mis dedans, on va commencer à traiter l'eau. Et d'ailleurs, au fin 19e, début 20e siècle, ça va être une constante, l'opposition entre la mairie et le concessionnaire, parce que le canal de la Gravonne, il est donné en concession, hein, pour qu'on chlore correctement l'eau à l'arrivée. Il y a une très jolie usine souterraine qui sert encore de réservoir aujourd'hui, à côté du lycée Laetitia. Hein, et donc là, on va traiter l'eau. Et donc, à partir du début du XXe siècle, on aura de l'eau. On commencera à avoir de l'eau en plus grande abondance et puis de l'eau de meilleure qualité. Justement, est-ce qu'il y a eu des épidémies? Ah oui, oui, il y a eu... alors, je ne sais pas si on peut les relier directement avec la consommation de l'eau. Ça, il faudrait faire des études épidémiologiques et ce n'est pas ma partie. Mais oui, il y a eu des épidémies. Il y a eu de grandes épidémies de typhoïde, des épidémies qui sont nécessairement en relation avec des problèmes d'eau. Maintenant, je ne sais pas, là, si on peut les relier directement. Hein. Merci beaucoup, Alain Gauthier. Merci beaucoup, Philippe. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Historia Austral et bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir Alain. Vous êtes notre invité depuis le début de la semaine, vous êtes géologue, on parle de l'eau d'Ajaccio. On a évoqué un petit peu brièvement le canal de la Gravonne. Alors le canal de la Gravonne, c'est une concession et là, ça va causer quelques soucis. Oui, parce que d'abord, ça va causer des soucis pour le construire. Parce qu'en réalité, ça ne va pas être aussi simple que ça. Il y a des ouvrages d'art. Il y a un grand tunnel au niveau, aujourd'hui, on va dire, de Leroy Merlin, par exemple. Il est là-dessous, hein, le tunnel. Il est 500 mètres de long. Hein, et oui, parce qu'il faut franchir la colline. Le problème, c'est qu'on va capter assez haut. Hein, le barrage, il se trouve sous Père, au niveau du pont de Père. Il y a un très joli barrage, d'ailleurs, là, qui est encore en très bon état. Et puis, donc, il faut partir d'assez haut pour pouvoir l'amener à Ajaccio, suffisamment haut pour pouvoir la distribuer ensuite. Hein. Donc, il va falloir construire des aqueducs. Je crois qu'il y en a une dizaine, dont certains, d'ailleurs, superbes, dont certains, d'ailleurs, viennent d'être... équipés pour la randonnée. Hein. On a prévu d'ailleurs, c'est le but aussi du barrage, du canal, on a prévu, il y a des chutes d'eau à certains endroits dans le canal, on a prévu de mettre des moulins, de s'en servir d'énergie hydraulique. Et puis, il y a des endroits où le canal est creusé directement dans le granit. Alors, il fuit, il noie les vignes qui sont en dessous. Il a sa propre vie, quoi. Voilà, les gens nettoient ce qu'ils ont envie de nettoyer dans le canal. Donc, il va avoir une vie très compliquée. Il a fallu indemniser toute une série de propriétaires. Il y a d'ailleurs un superbe plan conservé à la mairie où on a le canal levé au 2 millième, je crois, les 18 kilomètres avec toutes les parcelles, la somme qu'on a donnée aux différents propriétaires, le plan des ouvrages, c'est vraiment magnifique. Mais il va pouvoir distribuer jusqu'à 900 litres d'eau seconde. Hein, ce qui est tout à fait considérable. Alors, il ne devait pas le distribuer tout le temps parce qu'à certains moments, le début de la Gravonne ne doit pas être de 900 litres seconde, mais n'empêche que ça va révolutionner quand même l'alimentation en eau d'Ajaccio. Malheureusement, une eau qui n'est pas toujours de très bonne qualité. Hein. Il a fallu combien de temps pour le construire ? Je crois. Alors là, vous me posez une colle parce que je ne me souviens plus exactement des dates. Je sais qu'il a été inauguré après Sedan, hein, donc après 1870. Il a bien dû falloir une dizaine d'années, et en particulier, il y a eu une grosse difficulté des conflits avec les adjudicataires au moment du creusement du tunnel. Hein. Le système de concession aussi, et finalement, ça a causé des soucis. Ben oui, alors, et à un moment donné, c'était EDF d'ailleurs qui était concessionnaire, hein, Électricité de France. Je crois que c'est un des derniers concessionnaires, et puis je crois qu'il est revenu aujourd'hui dans le giron de la mairie. En réalité, il est sur plusieurs communes, hein.
Il traverse la commune de Sarola, au moins, et celle de Tavaco probablement, en tout cas. Moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines portions qui soient détruites. Elles ont été complètement détruites. Toute la zone industrielle dans le secteur de Baléone a tendance à gagner. Là, le canal, il est, comme il est en courbe de niveau, bien entendu, il a tendance à faire beaucoup de méandres. Et là, il y a quelques méandres qui ont sauté dans la réalisation de... C'est dommage parce que c'est un ouvrage patrimonial. Alors, je suis ravi que la municipalité mette en valeur un certain nombre de points, mais désolé que tout le canal n'ait pas pu être préservé. D'accord. Et comment ça se passe comment on définit une politique de l'eau Alors maintenant, la politique de l'eau, je crois qu'elle est définie. D'abord, il y a une agence de bassin, Corse. Aujourd'hui, je suppose, il y a l'office hydraulique de la Corse. Depuis quelques années, la politique de l'eau, elle est définie en Corse. Avant, elle était définie dans le bassin Rhône-Alpes-Corse, je crois. Et puis, bien, cette politique de l'eau, elle le doit résoudre les problèmes qu'on a posés lors de la première émission d'ailleurs, à savoir l'eau ne tombe pas où il faut ni quand il faut, donc il faut la stocker, il ne faut pas la laisser partir à la mer, et il faut se dire que si réchauffement climatique il y a, ce qui semble bien être le cas, il va falloir prévoir, augmenter les zones de stockage à l'avenir. Alors il y a un grand débat, faut-il stocker sur des petites unités, des petits barrages, ou faut-il à nouveau faire de grands barrages? J'avoue que je ne suis pas suffisamment spécialiste pour trancher, mais ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup d'eau, il tombe beaucoup d'eau, évitons d'en manquer. Donc, faisons du stockage. Merci beaucoup Alain Gauthier, merci Philippe. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine Au prochaine. revoir. Bonsoir plutôt, bienvenue dans Story en Austral et bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Et Alain Gauthier nous accompagne pour cette semaine, bonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir, vous êtes donc géologue, on a évoqué cette question de l'eau d'Ajaccio, on arrive aux années 60, c'est une date charnière finalement pour cette histoire de l'eau à Ajaccio. Oui, c'est l'histoire les dates qui vont résoudre le problème et problème qui est résolu encore aujourd'hui grâce à cela. C'est le barrage de tôle et la canalisation partant du barrage qui va aller à l'usine à l'époque qui se trouve juste au-dessus du lycée Laetitia. Maintenant, elle a déménagé et elle est à la confine, mais c'est cette canalisation de 500 mm de diamètre qui va résoudre le problème en alimentant en eau Ajaccio et puis ultérieurement la rive sud et aujourd'hui les 3 A, c'est-à-dire à Latte, à Fa et à Piette. Donc une bonne partie des communes de la CAPA. Au début du XXe siècle, justement, est-ce qu'il y a des témoignages à Ajaccio de cette difficulté pour les habitants, en tout cas, à s'alimenter en eau? Il y a encore des témoignages en ville, c'est les fameuses bornes fontaines, il y en a une, je crois, au coin de la rue du marché. Là, Ça, c'était les fontaines qui étaient reliées aux sources de Lise. Alors, c'était très curieux parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Je suis arrivé un peu plus tard en Corse, dans les années 70. Mais on m'a raconté que dans les maisons arrivait, en particulier dans le vieil Ajaccio, arrivait l'eau du canal, donc l'eau non potable, et que les gens descendaient aux bornes qui n'avaient pas la même couleur. Il y avait deux couleurs descendaient aux bornes pour s'alimenter en eau potable, mais c'était l'époque aussi où on voit sur les cartes postales toutes les dames se promenant avec des seaux sur la tête, des cruches, etc. Voilà, mais c'est quelque chose qui a perduré très très longtemps, et il y a eu une thèse qui a été faite, une thèse de géographie qui a été faite sur les agglomérations corses. Et d'ailleurs, parce que ce qu'on raconte là sur Ajaccio, ça pourrait presque être calqué sur Bastia. On a à peu près la même chose. C'est pas le canal de la Gravonne, c'est le canal du Bévinck, ou une canalisation venant du Bévinck. On s'est réellement mis à l'abri des perturbations, du manque d'eau, à partir du moment où on a eu cette énorme réserve qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a une ville qui ne risque pas de manquer d'eau en période de réchauffement climatique, au moins à court terme,
je dis bien s'il n'y a pas de problème de pollution, etc., c'est Ajaccio, parce qu'elle a 30 millions de mètres cubes d'eau derrière en réserve, derrière le barrage. Hein. Et ce n'est pas le cas de Bastia, par exemple. Alors, Bastia a de l'eau, si, elle a quand même de l'eau, parce que les villes, avec les technologies maintenant, se sont mises à l'abri des risques, ces grands risques-là. Et en particulier, il y a une station de pompage sur le Bagolo qui permet de renvoyer de l'eau. Mais alors, Bastia, c'est pareil. On a d'abord capté des sources, puis on a cherché à capter une petite rivière. Bon, en l'occurrence, là, c'est le Bévinck. On a aussi à Bastia quelque chose qu'on a aussi à Ajaccio, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est des forages. Hein, en plus de... Aujourd'hui, en 2018... en plus du barrage du Prunel, et j'ai pensé à lui parce que c'est lui qui fournit le maximum d'eau. Hein. 90% de l'eau d'Ajaccio et des environs, c'est le barrage. Mais on a aussi des forages. Hein. Il y a plusieurs forages dans la vallée du Prunel et dans la vallée de la Gravonne. Donc à Bastia, ils ont aussi des forages dans la vallée du Golo. Hein. Voilà. Donc les villes ont cherché à... Et je vois que, regardez Corté, qui était alimenté essentiellement par des prélèvements dans la Restonne et qui souffrait chaque fois qu'il y avait un événement climatique parce qu'ils avaient de l'eau trouble, eh bien ils viennent de résoudre le problème en faisant toute une série de forages dans le Tavignan en aval de Corté et aujourd'hui en prélevant directement dans la nappe. Hein. Mais là, pour revenir au barrage de Thau, là, ça a été construit donc, dans les années 60. Oui. Est-ce qu'un jour, il ne risque pas d'être épuisé? Alors, c'est pas tellement la quantité qui pose problème pour Thol. Il y a une petite menace. Alors, je ne voudrais pas que nos auditeurs s'affolent, mais il y a une petite menace. Si jamais, pour une raison quelconque, il y avait un problème de pollution sur Thol. Imaginons, je ne sais pas quoi, moi, un camion-citerne qui monte à Bastelica et qui capote et que l'eau... Bon... Le problème, c'est qu'on a 90% des besoins Ajaccio aujourd'hui. D'ailleurs, la CAPA est en train de réfléchir sérieusement au problème. On a 90% de l'alimentation en eau qui est faite par le barrage. Donc en été, par exemple, si on avait un souci au niveau du barrage, hein, au niveau plutôt qualitatif que quantitatif, mais on peut imaginer, hein, on peut toujours imaginer le pire, hein, il faut toujours imaginer le pire, on aurait un réel problème. Au point que alors il y a bien sûr les forages, mais les forages ne peuvent pas donner en quantité la quantité nécessaire. À Ajaccio, en plein mois d'été, il va jusqu'à consommer 30 000 à 40 000 mètres cubes jour. Hein. Alain Gauthier, merci beaucoup. On se retrouve demain en votre compagnie. À demain. Merci Philippe, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Story en Austral. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir Alain. Vous êtes géologue, vous passez cette semaine en notre compagnie. On a parlé donc du barrage de Thol, on va parler de la Corse en général. Aujourd'hui, quelle est la situation en Corse? Est-ce que finalement, il y a eu, on le sait, un été très difficile. On sait que malheureusement, sur le long terme, ce type d'été risque de se répéter. Est-ce qu'aujourd'hui, on est suffisamment armé pour pouvoir faire face à ces sécheresses? Je pense que je ne peux pas dire oui. Il ne faut pas être catastrophiste. D'abord parce que l'année 2017, le problème du climat méditerranéen et du climat corse en particulier, c'est l'irrégularité d'une année sur l'autre. Donc on a eu une année extrêmement sèche, donc on a tout de suite tiré les conclusions que c'était une conséquence du réchauffement climatique. Je nie pas du tout le réchauffement climatique, mais peut-être l'année prochaine, on aura une année moins sèche. C'est pas systématiquement chaque année qui va être plus catastrophique que l'année précédente. Il y a probablement une courbe ascendante qui fait que on va sur les climats plus chauds, mais très curieusement, en tant qu'hydrogéologue, j'ai beaucoup interrogé les gens de la climatologie. Si vous voulez, aujourd'hui, si on compare les 2 ou 3 années précédentes, vous savez qu'en météorologie, la référence, c'est les 30 dernières années. On compare toujours. Quant à la météo, on vous dit... comme on nous disait à midi là, ou à 1h, c'est plus froid que la moyenne. La moyenne, c'est les 30 ans. Hein, c'est ça, la moyenne. Hein. On prend les 30 dernières années, on fait une moyenne, et aujourd'hui, il fait plus froid que sur les 30 dernières années en moyenne. Donc, ce qui est sûr,
c'est que la température a augmenté d'1 degré ces dernières années par rapport à la moyenne de référence. Par contre, en quantité d'eau, il tombe toujours autant d'eau. Il n'y a pas de variation. Hein. Par contre, ça a 2 conséquences, l'augmentation de température sur l'augmentation de l'eau. La première conséquence, c'est que l'évapotranspiration, l'été, quand les végétaux ont besoin d'eau, hein, pour faire circuler la sève, ils évaporent une certaine quantité d'eau. Au plus il fait chaud, au plus l'évapotranspiration est forte. Donc, au plus on pompe dans la nappe, si vous voulez, hein, bien que la quantité d'eau qui soit tombée soit la même. Et puis, deuxièmement, et un de mes collègues le faisait très justement remarquer, il semble qu'il tombe beaucoup moins de neige. Et donc, que cette réserve qu'on avait jusque... moi qui parcours souvent la montagne, en juin, juillet, on traverse encore des zones enneigées, hein, souvent. Mais cette réserve-là a tendance à réduire, ce qui entraîne une réduction du débit des rivières en été. Et comme on le disait tout à l'heure pour Corté, il y a un certain nombre de forages qui sont dans la nappe, c'est le cas aussi pour Ajaccio, hein, qui a 2 champs captant de forage. Eh bien, si les nappes sont plus basses, on va avoir des problèmes d'alimentation là. Donc, on va devoir tirer davantage sur les forages, sur les barrages. Ça, c'est le premier problème. Et puis, il y a le problème de tous les petits villages. Hein, je passe une bonne partie de l'été dans un village de l'intérieur. Et ces villages-là, ils sont souvent alimentés par des sources. Et ces sources peuvent être impactées par le réchauffement climatique. Donc, on peut s'attendre à ce que, si le réchauffement climatique continue, et il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il va cesser du jour au lendemain, on peut s'attendre à avoir quelques étés difficiles avec ce qu'on voit régulièrement, des restrictions d'eau. Hein. Météo France, justement, disait récemment que on pensait que le climat de la Corse avoisinerait celui de la Tunisie dans les années à venir. Finalement, ils sont encore plus pessimistes. Alors, je ne sais pas si... le problème, si vous voulez, la Corse, on a la chance, on a une chance, c'est qu'on a une région... Enfin, une chance, oui, pour moi qui adore la montagne, c'est une région très, très montagneuse. Donc, c'est une région avec beaucoup de sommets à plus de 2000 mètres qui interceptent très bien toutes les perturbations, et en particulier en ce moment, hein, les perturbations qui viennent de l'ouest, elles sont arrêtées. Bon... En été, elle tombe sous forme de pluie. En hiver, elle tombe sous forme de neige et puis ça fond. Donc ça, c'est quelque chose qui nous différencie de certaines régions, par exemple de la Sardaigne, si vous voulez, hein, qui est beaucoup plus basse que nous. Hein. Donc on a toujours une capacité, sous réserve que les dépressions ne changent pas de trajet, toujours une capacité à recevoir de l'eau. Par contre, comme c'est une montagne, cette eau, elle ruisselle très vite. Hein. La preuve, c'est qu'on a régulièrement des crues catastrophiques. Hein. Elle s'infiltre, il y en a très peu qui s'infiltrent. Et donc, comme il y en a peu qui s'infiltrent et qu'on peut difficilement jouer sur l'infiltration, sauf à éviter de trop bétonner et de rendre les zones complètement imperméables, eh bien, je pense, on le disait la semaine dernière, je pense qu'il faut jouer sur le stockage. Alain Gauthier, merci. Philippe, merci. Rendez-vous demain. Merci, au revoir. À demain. Bonsoir, bienvenue dans Story en Australie. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir. Bonsoir Alain. Alors, vous êtes géologue, vous passez cette semaine en notre compagnie, n'est-ce pas Philippe? Oui, et moi j'ai une question. On parlait hier de réchauffement climatique. Est-ce que la multiplication de la population insulaire par 10 en l'espace de 2 mois pendant l'été n'est pas nuisible aux réserves d'eau accumulées pendant l'hiver? Alors, je ne sais pas si tout le monde serait de cet avis pour la nuisibilité, mais non, c'est sûr que c'est une population qui consomme, c'est une population qui est habituée à consommer, hein, qui sans doute multiplie en sortant de l'eau des bains, les douches, les bains, etc. Puis c'est une population qu'il faut alimenter en eau. Hein, et c'est vrai qu'entre les 4 litres par jour et par personne dont on parlait la semaine dernière, et en gros les 200 litres par jour et par personne qui sont à la consommation, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne bat pas les records. Vous savez que les Américains consomment 600 litres d'eau par jour et par personne. Comment est-ce possible? Alors, en réalité, soyons précis. 600 litres, ça veut dire on prend la consommation du pays,
on la divise par le nombre d'habitants Oui. et on inclut dans cette consommation-là les besoins de l'industrie, par exemple. Hein, c'est pas l'Américain moyen ne consomme pas tous les jours 600 litres. Mais pour vivre à la mode américaine, il faut 600 litres d'eau. Hein. Nous, on est... d'ailleurs, c'est quelque chose que je sais bien, puisque c'est comme ça qu'on calcule, et y compris que les petites municipalités peuvent être subventionnées, par exemple. On calcule les besoins quand ils demandent à avoir un nouveau forage, à ce qu'on leur paye une réfection de source, etc. Je veux dire, l'autorité publique fait le rapport entre les apports qu'ils ont et les besoins qu'ils réclament, et voit si ça colle ou pas. Et en gros, on fait les calculs suivant les cas entre 150 et 200 litres par jour en Corse. C'est la consommation qui est prévue, qui intègre évidemment aussi les fuites dans les canalisations, etc. Donc c'est considérable. Hein. Et si vous multipliez, donc s'il y a 3 millions d'habitants sur 3 mois en Corse, ben vous faites la multiplication, je préfère pas la faire de tête, mais vous voyez ce qu'il faut avoir. Auquel il faut ajouter le fait que ces gens, on les nourrit, donc on fait un certain nombre de cultures qu'il faut arroser. Justement, on parlait hier de l'évapotranspiration, donc de la quantité d'eau qui est évaporée par les végétaux. Par exemple, certaines cultures sont beaucoup plus consommatrices que d'autres. La culture du maïs est une culture qui consomme beaucoup d'eau. Par rapport à d'autres cultures. Par exemple, qu'on trouve dans le sud-ouest de la France. Absolument. Donc, est-ce que... Alors, c'est pas mon rôle de condamner telle culture par rapport à telle autre, mais on sera peut-être à un certain moment obligé de faire des choix, de cultiver des cultures moins consommatrices d'eau que d'autres. Par exemple, la vigne est relativement bien adaptée dans un régime méditerranéen. Les oliviers, c'est pas par hasard d'ailleurs si ce sont des végétaux autochtones, je dirais. Voilà. Alors c'est vrai que, et ça reboucle ce qu'on disait lors de la première émission, il tombe de l'eau ni où il faut, ni quand il faut, parce que c'est en été qu'il faudrait qu'il pleuve pour satisfaire ces besoins. D'où, à nouveau, ma conclusion précédente, cette eau dont on va avoir besoin de juillet à septembre, il faut la stocker avant. Est-ce qu'aussi finalement on va arriver à un stade où la population, comme pour les déchets, va être sensibilisée à l'usage de l'eau ? On va justement apprendre les bons gestes, ne pas gaspiller. Ça existe déjà dans les écoles avec les enfants, etc. Est-ce que c'est des dispositifs qui vont se renforcer dans les années à venir ? Mais je pense qu'on va être obligé. D'ailleurs, il y a un problème simple. Dans un certain nombre de communes de l'intérieur, ça je peux vous le dire au niveau professionnel, on paye pas l'eau. On paye une espèce de... on paye un forfait. Bon, alors c'est très intéressant parce que c'est peu onéreux pour les gens, mais évidemment ça sensibilise pas les gens au gaspillage. Du jour au lendemain, où on met un compteur, eh bien, des communes qui manquaient d'eau, brutalement, n'ont plus de déficit d'eau. Y compris quand on ne relève pas le compteur et qu'on ne fait pas payer. Mais la personne se dit, attention, le compteur va me moucharder. Et au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, lorsque l'autorité publique subventionne une mairie pour un recaptage, elle oblige à l'installation de compteurs. Alain Gauthier, merci Philippe, on se donne rendez-vous demain. À demain. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra. Bonsoir Philippe. Bonsour Lisa. Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir. Vous êtes géologue, vous êtes en notre compagnie, nous évoquons la question de l'eau. Oui, depuis l'aménagement des derniers barrages, il n'y a plus de politique sur la retenue de l'eau. Alors, d'abord, il y a eu deux types de barrages. Il y a eu les barrages à vocation multiple, qui sont les barrages hydroélectriques comme Thôle ou celui de Vigneault ou du Rizzanese, et qui en même temps ont une vocation d'arrosage. Et puis, il y a des retenues
En Balagne, par exemple, dans le Neb, il y a eu des retenues qui avaient plutôt des vocations agricoles. Aussi en plaine orientale, Atsitone, Teperos, etc. Ça, c'était plutôt des retenues agricoles. Certaines d'entre elles, je pense surtout en Balagne, ont ensuite récupéré une vocation fourniture d'eau potable. Parce qu'en effet, ce n'est pas le même type de traitement que l'on va... si on veut utiliser de l'eau au départ agricole comme eau potable, il faut la traiter. C'est le cas, par exemple, du barrage de Caude, qui alimente une bonne partie de la Balagne, il a en particulier, qui est au-dessus d'Île-Rousse. Lui, il a une usine de traitement en-dessous. Et que je sache, il y a dans les dossiers, il y a un certain nombre de retenues en projet. Parce qu'il faut savoir que c'est pas un coup de baguette magique, on ne dit pas il n'y a qu'un faucon. Et il faut une dizaine d'années entre le moment où on va décider d'implanter une retenue et le moment où elle va être mise en place. Le plus bel exemple étant quand même celui de le barrage de l'Hospédale, le barrage de l'Hospédale et le barrage de Figari, ces deux barrages-là alimentent en eau potable tout l'extrême sud. Et le barrage de l'Hospédale, qui est rempli, alors très curieusement, par une conduite il prend de l'eau dans le Rizzanese, pratiquement pas aux sources du Rizzanese, mais très haut dans la vallée. Par une conduite, il dévie jusqu'à l'Hospédale. L'Hospédale relibère l'eau, qui d'ailleurs cascade par cette superbe cascade qui est la cascade Piscia di Gage, lieu touristique silanais, avant d'alimenter en eau Porto Vecchio. Donc vous voyez, là, il y a des circuits très compliqués. L'eau qui aurait dû rejoindre la Méditerranée, finalement, rejoint le côté tyrrhénien. Vous avez Figari, qui sont des barrages récents, ce sont des barrages d'il y a quelques années. Il y a le barrage de l'Ortolo, dans la vallée de l'Ortolo, qui avait une double vocation agricole, une triple vocation d'ailleurs agricole, d'alimentation, mais je ne sais pas où ça en est au niveau de l'alimentation en eau potable, et hydroélectrique, ils ont mis une petite centrale sur le barrage. Et je sais qu'il y a un projet en Balagne, sur un barrage dans la Figarelle, je crois, qui est en construction. Et je crois qu'il y en a un ou deux autres projets. Mais là, je ne suis pas au courant réellement. Ça, c'est des projets de l'Office. Il faudrait interroger quelqu'un de l'Office. On parle d'eau, on parle aussi d'inondation. C'est un problème très prégnant en Corse. Il y a eu des épisodes récents, notamment du côté d'Ajaccio. Aujourd'hui, on le sait, dans les années qui viennent, ce risque va augmenter. Ben oui, si on prend le scénario catastrophe du réchauffement climatique et de toutes les conséquences, c'est-à-dire, vous savez que la grande idée des météorologues, c'est que finalement, ça va surtout impacter les événements catastrophiques. On va avoir davantage de précipitations catastrophiques, davantage d'épisodes de sécheresse, puis d'alternance avec des épisodes de fortes précipitations. Alors, c'est vrai que la Corse a tout à fait les caractéristiques d'une zone où peuvent se produire des inondations. Alors, soit des inondations de type torrentiel, parce qu'évidemment, il y a des bassins versants à très haute altitude. Et quand il pleut, moi je me souviens de précipitations. Le record, il me revient en mémoire, le record c'est 950 mm d'eau, c'est-à-dire 950 litres d'eau par mètre carré en 36 heures sur le col de Bavet, les environs. C'est les grandes crues du Rizzanese d'un côté et de la Solenzar de l'autre, les grandes crues des années 90, voilà, 92. Qui ont tué d'ailleurs plusieurs personnes, qui ont tué, qui ont emporté des troupeaux, qui, du côté de la Solenzar, avaient emporté même, il y avait des images spectaculaires de voitures emportées sur le pont avec des gens dedans. Donc ça, c'est le type de précipitation qu'on peut craindre. Alors on est dans une île où finalement les plaines, pendant des décennies et des décennies, n'étaient pas peuplées l'été, parce que c'était des zones impaludées, et donc c'était des zones où on n'a pas une grande mémoire des dégâts des eaux.
Hein, je pense en particulier, un très très bel exemple, c'est le cave à Sainte-Lucie de Porto Vecchio, où un certain nombre de maisons dans les mêmes années là, ont été détruites ou très abîmées par la crue, parce qu'elles étaient construites dans le lit mineur. Hein, mais à la limite, elles étaient construites dans le lit mineur parce que les gens n'avaient pas la mémoire que c'était quelque chose où pouvaient se produire des crues. Hein. Depuis cette époque-là, il y a eu une politique de l'État quand même importante qui a fait toute une série d'études sur les risques d'inondation, qui fait des plans, les fameux PPRI, plans de risque inondation, qui peuvent être opposés aux tiers et qui peuvent empêcher les erreurs du passé. Il faut savoir par exemple que l'aéroport d'Ajaccio, qu'une bonne partie de cette zone-là est sous un risque d'inondation. Il a déjà été inondé d'ailleurs malgré les digues. Ah, je me souviens d'ailleurs d'une fois où pendant 3 jours on n'a pas pu prendre l'avion parce que l'aéroport était sous l'eau. Hein. Merci beaucoup Alain Gauthier, on se retrouve demain. Merci Philippe. Bonsoir, bienvenue dans Story en Australie. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir. Dernière émission de notre compagnie sur cette question de l'eau en Corse. Oui, on a appris hier soir que l'aéroport d'Ajaccio a été inondé. Oui, dans les années 80, il me semble, de tête. Hein. Ah oui, j'étais petit, je me souviens pas. J'étais pas né. J'étais pas né, voilà. Et l'eau, une fois qu'elle est consommée, c'est-à-dire pour la douche, la vaisselle, le lavage de la voiture, puisqu'on lave les voitures à l'eau potable, où est-ce qu'elle s'en va après ? Eh ben, alors, dans la plupart des communes, aujourd'hui, elle est traitée. L'exemple, puisqu'on a parlé beaucoup d'Ajaccio, puisqu'on était à Ajaccio, l'exemple c'est Ajaccio, où il y a 2 stations de traitement, ou alors suivant le village, suivant la taille des communautés, il y a plusieurs types de traitements possibles. Hein. On ne va pas rentrer dans des détails très techniques, mais l'idée c'est évidemment de diminuer au maximum dans l'eau qu'on va rejeter, parce que finalement on la rejette. Et où on la rejette ? On la rejette dans les villes littorales en mer, dans les villages de l'intérieur, dans les rivières, dans les petits cours d'eau. Donc il faut rejeter une eau la moins polluée possible. Il faut donc la décharger autant que faire se peut en matière en suspension, hein, qui la rende trouble, mais ce n'est pas forcément le plus dramatique. Il faut faire chuter les matières organiques qui sont dedans, et puis il faut abattre, c'est le terme qu'on utilise techniquement, diminuer au maximum le nombre de microbes, sachant évidemment qu'on ne rejette pas de l'eau potable, qu'il vaut mieux pas boire l'eau qui est à la sortie de la station. Mais qu'on va essayer de rendre l'eau. Alors, il y a des cas où on sort de l'eau mieux traitée que d'autres, si vous voulez, et en particulier, il y a aujourd'hui, dans un certain nombre de petites agglomérations, ça serait très difficile à mettre en place pour des grosses villes comme Bastia ou Ajaccio, mais des traitements qui se terminent par des sortes de grandes surfaces plantées de végétaux aquatiques, hein, de roseaux, etc., qui font que l'eau qui sort de ce traitement dit tertiaire, hein, puisqu'il y a d'abord le traitement mécanique, hein, on va enlever un certain nombre de choses qui flottent sur l'eau, hein, pas toujours très agréable à voir, et puis un traitement secondaire qui va abattre un certain nombre de paramètres, diminuer la teneur un certain nombre en azote, en carbone, etc., en microbes, et puis un traitement tertiaire qui va affiner cela. Et finalement, on va rejeter, alors si possible quand on est au bord de mer, par un émissaire pour le rejeter quand même un peu, pas trop au bord pas trop au bord des plages, hein, on va rejeter de l'eau, normalement correctement traitée. Aujourd'hui en Corse, la qualité des eaux de baignade est bonne. Oui. Donc on voit que finalement ce circuit de l'eau est maîtrisé. Oui, il est maîtrisé et il est surveillé, hein, parce que maîtrise, ça ne veut pas dire tout est bien dans le meilleur des mondes. Il y a, vous le voyez d'ailleurs chaque année et chaque jour en été, il y a peut-être pas chaque jour, mais régulièrement, il y a des prélèvements qui sont faits par l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, qui est en charge de ces contrôles-là, qui est en charge aussi le contrôle de toutes les eaux potables. On n'en a pas parlé, mais les eaux qui sont distribuées, elles subissent au moins 4 fois par an
des examens avec toute une série de paramètres qui sont recherchés. Et si l'eau n'est pas potable, bien entendu, la mairie doit le signaler, doit l'afficher, et on doit remédier au problème. Hein. Donc c'est relativement bien surveillé. Bon, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des accidents, une pompe de relevage qui ne marche pas et un égout qui se déverse, une vache qui fait ses besoins au mauvais endroit lorsque la canalisation n'est pas très étanche. Mais en général, on a une eau d'excellente qualité, très peu minéralisée dans le pays granitique, donc dans toute la partie ouest de l'île. Je crois qu'on peut être fier de notre eau. Merci beaucoup Alain Gauthier pour cette conclusion. Merci à toi Philippe. Merci Lisa, merci Alain. Et évidemment, je rappelle que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.cortica. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.